Bonjour, bienvenue sur CNET, c'est la dernière de l'année. Bienvenue les gars. Bonjour, on va parler de jeux vidéo cette semaine, principalement sur console dans un premier temps et sur mobile ensuite. Donc on a un transfuge de Gamecult, Thomas, Yuki, ça dépend. Bienvenue. Merci. Donc on commence par les consoles, on fait un petit tour d'horizon. Le but du jeu, en gros, là au bout de la demi-heure d'émission, étant de savoir si vous êtes plus console ou plus jeu sur mobile ou pas encore décidé, de vous donner les clés pour faire les bons choix. Yuki, on commence avec toi. Oui. Sur les consoles, en gros, à part la Wii U dont on parlera en milieu d'émission avec un sujet dédié, parce que c'est la star du mois, si on doit faire un petit rétro console là sur l'année, en gros, les nouveautés, ce qui va arriver, ce qu'il faudra acheter pour Noël, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors c'est une très vaste question, il faut déjà savoir effectivement, on a 20 minutes, c'est bien. Non, il faut déjà savoir effectivement qu'on est dans une période de la vie des consoles, parce que les consoles c'est forcément un marché assez cyclique, donc il est assez étrange, c'est-à-dire qu'on est sur la fin d'une génération et sur le début d'une autre, ce qui explique qu'on a eu 4 nouvelles consoles cette année, dont 2 vraies nouvelles consoles, 2 vraies nouvelles on va dire, et 2 mises à jour d'anciennes consoles, voilà. Donc chronologiquement, on a d'abord eu la PlayStation Vita que j'ai ici, donc ça c'est le successeur de la PSP tout simplement. Donc c'est une vraie nouvelle console, les jeux PSP ne tournent pas dessus, donc il y a des jeux inédits, un nouveau processeur, etc. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ensuite, on a eu un petit peu plus tard la 3DS XL. 3DS XL, si je ne m'abuse, voilà, c'est la mise à jour de ce modèle-là. Donc ça, c'est la 3DS de l'an dernier. Donc version XL, c'est un peu plus grand, un peu plus cher, mais c'est les mêmes jeux, donc c'est pour ça que c'est pas une vraie nouvelle console. Ensuite, encore un peu plus tard, on a eu la nouvelle PlayStation 3, donc encore plus fine que la PlayStation 3 sortie en 2008, si je ne m'abuse, qui était déjà une version plus fine de la PlayStation 3 originale. Donc c'est la même console encore une fois, donc c'est juste le prix qui descend un petit peu. Oui, enfin un petit peu plus cheap aussi, parce que c'est la finition, mais surtout l'accès déjà au lecteur optique où c'est une trappe que tu pousses. Ouais, parce que c'est un sujet c'est même pas un tiroir qui sort. Pour compresser un peu les coûts, ils ont aussi dû faire des choix. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui peut déplaire. Peut-être on reviendra dessus plus tard. Après, et enfin, il y a eu un impact sur le prix, donc bon, ça peut se comprendre aussi. Mais le truc avec la PS3, c'est que c'était pas seulement une console de jeu, il y avait aussi tout le côté un peu media center. Lecteur Blu-ray qui est maintenu sur cette console. Donc ça reste l'offre PS3 originale de 2007, un petit peu plus fine, mais ça reste la même console qui a baissé de prix. J'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin la dernière, donc c'est la Wii U qui est sortie il y a quelques jours en France. D'accord. Et alors si on doit faire, alors si c'est possible, en tout cas, en gros, ce qu'on comprend un peu en jouant avec, en voyant les catalogues de jeux, ça s'adresse pas forcément au même public. En gros, une Vita, une 3DS XL, c'est pas la même chose. À qui ça s'adresse? Les jeux qui sont dessus, c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Voilà, en gros, si on doit résumer ça un peu par type de console, toi, tu conseillerais plutôt quoi à qui? Alors, pour faire très simple, sur les consoles portables notamment, c'est vrai que les consoles portables, on en parle souvent pour les comparer aux jeux smartphones. Là, il se trouve qu'elles ont chacune des jeux assez spécifiques pour des consoles avec des boutons. Donc, il y a vraiment un intérêt à les acheter. Par contre, c'est vrai que d'un côté, on a une 3DS et une 3DS XL. La 3DS d'ailleurs est toujours vendue un peu moins cher, donc c'est toujours intéressant de le préciser. Ça coûte environ 150 € aujourd'hui, avec un catalogue de jeux qui est aujourd'hui assez important, aussi bien sur le sport, sur le jeu de course. Il y a du Mario, il y a des jeux d'action, il y a des jeux d'infiltration, il y a du jeu d'horreur également. Donc la 3DS commence à être un achat qui est non seulement recommandable pour le grand public, mais aussi pour un public un peu plus exigeant, un peu plus gamer, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas au début de la vie de la console. C'est la console qui s'adresse au public le plus large et le plus vaste. Ça va des enfants, il y a des jeux pour les moins de 3 ans. D'après ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Des jeux qui... Autant Nintendo à l'époque était vraiment catalogué dans le constructeur gentil, grande famille. Ces dernières années, il a essayé de se muscler un petit peu et puis il sort des jeux un peu plus hardcore. La 3DS classique est à 150 € environ. On trouve une 3DS XL vers les 200 €. Encore une fois, les prix flottent d'un revendeur à l'autre. Mais sans chargeur. Mais sans chargeur, voilà. On va le préciser aussi. Si vous achetez une 3DS XL à votre enfant, par exemple, à Noël, pensez à acheter un chargeur ou prendre le chargeur de la 3DS ou la DSi qui est compatible, parce que sinon, il ne pourra pas y jouer plus de 2 heures. Ça risque d'être embêtant. Il ne fera pas forcément le 25 décembre avec. La crise de nerfs le 25 décembre. Voilà. Mais en tout cas, c'est un super modèle. Sur Gamecult, on en a parlé. J'en ai aussi parlé avec Daniel tout à l'heure. C'est le modèle, je pense, qu'on va vraiment recommander en priorité. C'est la valeur
la console de jeu de l'année. Et surtout, il y a un critère, je vais terminer avec la 3DS, assez important, c'est qu'elle se vend. Une console qui se vend, c'est une console qui dure, et si elle dure, il y a des jeux dessus. Donc mécaniquement, c'est un investissement qui peut s'amortir sur 4-5 ans facile. Et donc voilà, la Vita, par contre, situation un peu plus délicate, une console chère, qu'on trouve maintenant à 250 €, avec un jeu et 50 € remboursés. Donc ça nous fait une console à 200 € environ, ça devient intéressant, mais c'est une expérience assez gamer, assez limitée. C'est surtout une émulation de ce qui se trouve sur PlayStation 3 par exemple. Mais justement par rapport à l'exemple que tu disais, la Nintendo 3DS se vend, donc la pérennité est quelque part assurée. Est-ce que la PS Vita se vend? Est-ce que la pérennité, même si le matériel est bon, le processeur est bon, les graphismes sont bons, on a joué tout à l'heure, une bonne console, on peut pas dire que ce soit une mauvaise console, mais concrètement, c'est une console, l'avenir pour la PS Vita. C'est une console qui a énormément de bons jeux. Il y a Gravity Rush notamment, Uncharted Golden Abyss, il y a un épisode de Metal Gear Solid, il y a des licences globalement. Je pense que je ferai peut-être une liste tout à l'heure, mais c'est une console qui est intéressante, mais comme elle ne se vend pas, je peux pas vous la conseiller. D'abord parce que déjà son avenir est incertain, et surtout parce qu'une console qui ne se vend pas, on l'a vu avec la 3DS l'an dernier qui avait baissé de prix au bout de 3 mois. On sait, c'est acquis que la PlayStation Vita en 2013 va baisser de prix. Et sachant qu'elle est vendue actuellement à 249 pour le modèle Wi-Fi et 299 pour le modèle 3G, je préfère vous conseiller d'attendre 2013, comme ça on aura peut-être des jeux et le prix moins cher, ce qui fera passer la pilule. Et les prix, alors les prix des jeux sur chaque type de console, on est à peu près dans les mêmes gammes, ou les jeux sont plus chers sur Sony et moins sur Nintendo? On a tendance à penser que c'est plutôt cher, c'est plus cher sur Vita, donc chez Sony. Maintenant, ça dépend de l'ancienneté du jeu, ça dépend de l'éditeur qui est derrière. Ça peut monter à une 50aine d'euros, 60aine d'euros. Un jeu neuf qui vient de sortir, une nouveauté, la fourchette, c'est au-dessus de 50 €. C'est entre 50 et 60 en général. Sur les deux plateformes. Sur les deux plateformes. Ok. Et si, en gros, les must-have en jeux vidéo là-dessus à avoir? Sur la 3DS, ça va dépendre de ce qu'on aime. Il y a un épisode. Il y a Mario Kart qui est sorti l'an dernier, qui est un très bon jeu. Il y a 2 épisodes de Mario. Alors Mario, c'est system seller, c'est vraiment super intéressant. Il y a eu New Super Mario Bros 2 qui est sorti cet été, qui est un bon jeu. Il y a Mario 3D Land qui est un jeu dans un autre style, mais c'est toujours un très bon Mario. On a également Resident Evil qui est sorti en début d'année, Resident Evil Revelations. Donc là, c'est assez mature, c'est plus horreur, action, mais c'est assez intéressant. Pour les fans de baston, on a même du Street Fighter 4, on a même du Tekken. Donc c'est toutes les licences vraiment emblématiques des consoles PlayStation qui se retrouvent. Voilà, donc c'est vraiment une valeur sûre. On est sûr de pas se louper, quoi. On a Kid Icarus également pour les fans d'action, une ancienne licence qui revient sur le devant de la scène. On a Mario Tennis aussi pour les amateurs de tennis, un jeu plus technique qu'il en a l'air. Donc globalement, si on regarde bien, il y a beaucoup de jeux dans tous les genres et c'est une console qui commence à être assez complète. Dans les phares du monde Nintendo, Zelda? Alors Zelda, pour l'instant il n'y a pas d'épisode inédit, il y a eu Ocarina of Time qui est sorti l'an dernier. Pour ceux qui n'ont pas fait l'épisode original, ils ont tort. C'est le moment de s'y mettre, effectivement. Là, pour le coup, c'est un super épisode, il faut absolument l'acheter. Donc globalement, la 3DS, effectivement, elle est un peu sur tous les genres. Sur Vita, par contre, c'est un peu plus compliqué, c'est restreint, et surtout, c'est pas mal de portages de jeux qu'on aurait sur une PlayStation 3. Donc à 249 €, alors que la PlayStation 3 est vendue à ce prix-là, voire même moins cher, autant acheter un jeu sur PlayStation 3 plutôt qu'avoir une version un peu inférieure sur cette machine. Néanmoins, je parlais de Gravity Rush, il y a Uncharted, il y a Wipeout, il y a toujours des bons jeux sur PlayStation Vita, mais est-ce que ça vaut effectivement ce prix-là? Honnêtement, je ne pense pas. D'accord. Et si on passe sur les consoles de salon, on a vu, à part ce que tu as sur la table là. Voilà, il y en a 3. Il y a la Xbox 360, la PS3. Et la Wii U. Et puis maintenant la Wii U. Voilà. On peut même inclure la Wii, qui est la Wii, qui existe toujours, et il y a une version mini qui est sortie au Canada, va sortir au Canada, à moins de 100 €. Ouais, donc la Wii, je vais pas la conseiller pour Noël, parce que comme le dit Daniel, en fait, il y a une console qui sortira l'an prochain qui s'appelle la Wii Mini, qui serait à peu près vendue sous les 100 €. Donc à ce prix-là, évidemment, c'est le moment de l'acheter. La Wii actuellement n'est pas vendue à 100 €, donc faut attendre. C'est comme la Vita. Par contre, effectivement, sur les consoles un peu plus haut de gamme et de salon, moi je vais surtout mettre en avant la PlayStation 3 et la Xbox 360, parce que ce sont des vieilles consoles au niveau technologique. Et elles sont enfin abordables. C'est-à-dire que pour la première fois, la PS3 est sortie en mars 2007. Pour la toute première fois, on peut l'avoir sous les 200 €. Alors une offre de remboursement, mais on peut l'attraper sous les 200 €. Pour ce qui est bien intéressant. La PS3 Pour la PS3. Parce que la Xbox 360 arcade, celle qui vient avec 4 Go de mémoire, c'est un petit peu limité, mais pour jouer juste avec pour du jeu, elle est à des 100 €. Donc on commence à attaquer des prix qui sont. Maintenant je rappelle la PlayStation 3 quand elle est sortie, elle avait 60 Go de mémoire, c'était pas énorme, donc c'est plus que la PlayStation 3 d'entrée de gamme. Elle était vendue 600 € en 2007. C'est gigantesque. Là à 199 €, on n'a que 12 Go, mais pour jouer à des jeux vidéo, stocker des sauvegardes, c'est parfaitement possible. Donc voilà, c'est vraiment un ticket d'entrée qui est enfin acceptable pour une PlayStation 3 qui, on le rappelle, fait lecteur Blu-ray avec des classiques, le Call of Duty, le
l'Assassin's Creed, le FIFA. Le catalogue de jeux il manque qui va bien. Quasiment aucun jeu. Petite question technique sur ces consoles, justement, faible mémoire. On peut rajouter un disque dur par ses propres moyens Alors sur le PlayStation 3, il faut vérifier. Je crois qu'on peut mettre une extension, mais ça, par contre, j'ai jamais essayé. Mais par contre, effectivement, pour 12 Go, on va le préciser, on ne pourra pas vraiment jouer en ligne en téléchargeant des jeux, des films, etc. Donc c'est vraiment une console qui est uniquement dédiée à lire les jeux, les films, et c'est tout. Donc c'est vraiment un ticket d'entrée qui est assez intéressant. Et ça reste, excuse-moi de te couper, pour la PS3, un très très bon lecteur Blu-ray. Voilà. Il faut le dire quand même. Et donc ça, c'est vraiment... Daniel. non, mais c'est toujours intéressant parce que moi, lecteur Blu-ray, j'y connais rien. Donc c'est au moins comme ça, je le sais. Merci pour l'argument. Ça évite de débourser le prix d'un lecteur Blu-ray. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est le modèle 12 Go. Sur PlayStation 3, pour terminer, il y a un modèle 500 Go qui là, pour le coup, est totalement... Et relevé à 300 €, enfin 280. Voilà, pour 280 pour ce genre de modèle, donc on rajoute une centaine d'euros. Ouais. Et ce qui est intéressant pour Noël, et je vais terminer sur la PlayStation 3, c'est que non seulement il y a des offres groupées, donc on récupère une console et 2 jeux. Par exemple, j'ai noté que pour avoir une PlayStation 3 12 Go et 3 jeux Uncharted, Little Big Planet et God of War 3, qui sont 3 jeux unanimement salués par la critique, qui sont vraiment des bons jeux, on s'en sort avec 260 €, avec 30 € remboursés. Donc c'est-à-dire que pour 230 €, bon après ça dépend des revendeurs, on a une console et 3 jeux, et ce sont 3 bons jeux, donc pour le coup on a de quoi voir venir. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et pour les enfants, on a aussi un pack avec le PlayStation Move, qui est la baguette à détection de mouvement, et ce qui s'appelle le Wonder Book, c'est une application qui est sortie en fin d'année, qui raconte des histoires aux enfants, c'est un truc un petit peu grand public. Et ça, pour récupérer la console, le PlayStation Move, le plateau Wonderbook, parce que c'est un objet physique qu'on va mettre devant sa caméra en fait, et la caméra en question, on récupère ça pour 259 € avec également 30 € remboursés. Donc c'est super intéressant. Et enfin, on peut parler de console grand public. C'est, je pense, ce qui devrait aider la console à se vendre à Noël. Ok, j'ai encore une question sur les consoles. Très clairement, en gros, en fait, c'est ce dont on va débattre dans la deuxième partie d'émission, donc on va pas griller le sujet tout de suite. Mais à la limite, la question de bon père de famille, que je suis tout à fait. En gros, de ce que je comprends en filigrane, c'est une question un peu tordue, mais si tu as déjà du smartphone ou de la tablette, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console portable ou plutôt d'investir dans une console de salon, typiquement? Enfin, là, c'est totalement subjectif comme réponse, je le sais. On l'assume. Ça va dépendre, effectivement. Encore une fois, je pense que c'est plus une question d'usage aussi, puisque contrairement à son nom, une console portable, la plupart des gens ils jouent chez eux. Et pour jouer à Mario, pour jouer à Mario Kart, etc., c'est des expériences assez uniques qu'on peut retrouver que sur une console Nintendo. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore d'expérience équivalente sur un smartphone, par exemple, qui est plus des usages un petit peu plus instantanés, intermittents. Donc c'est pas vraiment le même genre d'usage. Je pense que pour le grand public, effectivement, là tu commences la transition sur la seconde partie. Oui, globalement, là c'est des jeux qui vont se trouver entre 20 et 50 €. C'est un investissement qui est coûteux, donc il faut privilégier les jeux sur lesquels on va passer du temps. Je rajoute le ticket d'entrée à 250 € pour la console, on s'en sort à 300 € minimum pour la console et un jeu. On en reste encore quand même dans un monde différent. Il faut aimer le jeu vidéo d'avant les mobiles, je pense, pour vraiment acheter ce genre de console. Je parle même pas de la Vita qui pour le coup est une console vraiment plus haut de gamme. Mais voilà, c'est quand même assez coûteux. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'émission. Il y a aussi l'histoire de gameplay. Enfin, on n'est pas du tout la même expérience. On parle de coût de la machine, mais dans le coût des smartphones et des tablettes, il ne faut pas non plus occulter l'achat du smartphone ou de la tablette qui... Moi j'ai encore deux questions. Je t'en prie. En 2013, Gamecult, ils attendent quoi? Ils voient quoi comme grande tendance et au niveau matériel et avancé? Enfin, on a vu que la gestuelle, tout ça, ça commence à pas mal arriver. Enfin, nous aussi sur les télés, ce genre de choses. Enfin, en gros, voilà, à quoi on s'attend en 2013 dans les grandes lignes? Alors, en 3 parties, assez rapidement. La première partie, les mobiles. On attend une baisse de prix de la PlayStation Vita, voire un modèle encore un petit peu amélioré avec peut-être un modèle plus fin, etc. On sait que la PlayStation Vita, Sony va devoir réagir dessus. Donc, ce sera peut-être un modèle à surveiller pour Noël prochain. La 3DS, il n'y a pas encore trop d'infos, mais c'est une console qui se vend, donc on devra attendre des jeux. Donc on peut attendre des annonces là-dessus. Donc c'est un modèle vraiment, je pense, investissement sur 2013. Ensuite, deuxième partie, c'est la Wii U. Donc voilà, je vous présente la Wii U avec. Donc ça, c'est le gamepad de la Wii U. Donc c'est le contrôleur avec un écran dedans. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la Wii U, ça permet en fait de jouer avec simplement cet appareil. On laisse la console dans le salon et on va dans la chambre. Si les murs sont pas trop épais, on peut jouer justement directement sur la manette. Donc c'est un usage assez différent qui permet certaines subtilités de gameplay. Une console qui est encore assez chère puisqu'on la trouve à partir de 300. 2 packs.
qu'il y a 3 packs. Il y a 3 packs, ouais. Oui, enfin, le 299, 349 et 399, après les prix flottent d'un revendeur à l'autre. Une console qui commence à être intéressante déjà à ce Noël, puisqu'on a pas mal de jeux. On a Zombie U, on a Mario, puis après on a des Call of Duty, des Assassin's Creed. Mais je suggère également d'attendre pour 2013 une console qui devrait, je pense, montrer son potentiel sur 2013, en tout cas j'espère. Et enfin, dernière partie, la PlayStation 3 et la Xbox 360, du fait de la Wii U, vont devoir réagir. Et on attend, il n'y a plus vraiment de suspense d'ailleurs, des annonces. Quatrième génération. Voilà, on attend la PlayStation 4, la Xbox 720, je ne sais pas vraiment comment on va l'appeler, mais en tout cas on peut se douter, c'est quasiment certain qu'il y aura des annonces. Est-ce qu'il y aura des sorties? Ça c'est moins sûr, parce qu'après il faut approvisionner le marché assez rapidement, parce que souvent ils annoncent ça à l'E3, c'est en juin, donc c'est assez compliqué pour Los Angeles en juin, c'est toujours la même date. Je pense que le 3 c'est le moment où ils vont montrer les consoles en tout cas, un peu comme avec la Wii U il y a 2 ans. Donc là par contre effectivement, je ne peux pas garantir la sortie, mais c'est quasiment acquis qu'on aura de nouvelles consoles, et pour le coup ce sera des consoles beaucoup plus puissantes. Ok, écoute, merci pour toutes ces infos. De toute façon, sur gamecult.com, vous avez les sélections de jeux de la rédac, vous avez 4 heures, je crois. Vous avez fait un live sur la Wii U, 4 heures de Wii U, voilà. Il y a de la bobine, c'est pas. Donc vous avez de quoi au moins vous faire une très bonne idée. Petite précision, on n'a pas parlé du jeu sur PC, c'est volontaire. On fera une émission dédiée là-dessus, parce que je pense qu'il faut, pareil, il y a beaucoup à voir, et puis là on rentre plus sur le hardware. Pour terminer sur la Wii U, on va avoir un petit sujet pour faire le tour de la question en 2-3 minutes. Et ensuite, on va passer au mobile. Difficile d'être passé à côté de la Wii ces dernières années, la console phénomène de Nintendo. Le constructeur japonais a une idée simple, mais révolutionnaire pour conquérir le cœur du grand public. Changer notre manière de jouer. Pour cela, la Wiimote, la représentante de la reconnaissance de mouvement. Comparé aux manettes et aux claviers rébarbatifs pour les non-initiés, quoi de plus instinctif que de manœuvrer avec les gestes de notre propre corps? La formule est ingénieuse et prend tout de suite. Malgré tout, la Wii est en grande perte de vitesse depuis plus d'1 an. Il était temps pour Nintendo de sortir sa descendance. C'est chose faite avec la Wii U. Il s'agit bien là d'une nouvelle machine, même si le nom et la communication brouillonne de Nintendo ont pu semer la confusion. Encore une fois, le concept doit surprendre et apporter de l'originalité dans la manière de jouer. Tout repose sur le gamepad, sorte de tablette manette, apportant là encore d'autres façons de jouer. La présence de ce deuxième écran permet une immersion accrue dans le jeu, comme dans Zombie U, où le gamepad détient toute l'interface et tous les gadgets, ne nécessitant pas de faire pause, l'attention est alors amplifiée. Autre possibilité, celle du jeu asymétrique, typiquement avec Nintendo Land, dans un mini-jeu s'apparentant à une chasse à l'homme, les chercheurs sont les joueurs disposant de Wiimote, alors que le détenteur du gamepad fuit grâce aux indications qu'il est le seul à voir sur son écran. Dernière capacité notable, le fait de pouvoir jouer non pas seulement sur sa télé, mais aussi sur l'écran de cette nouvelle manette. Plutôt pratique quand madame veut regarder sa série favorite, ou quand monsieur veut regarder son match. Donc, on est de retour, on a changé un des intervenants, on a toujours Thomas Yuki de Gamecult. Un peu plus grand maintenant. Voilà. Et en gros, là, c'est battle entre les deux. Avec Alexandre, qui est Monsieur Mobilité sur CNET. Donc, c'est ce qu'on voyait en première partie. Commencez pas. C'est ce qu'on voyait en première partie. La question que je posais à Yuki, t'étais pas encore là. En gros, aujourd'hui, console portable, 200-250 €. C'est le prix d'une console de salon. Donc, les questions se posent. Console portable, jeu sur smartphone, sur tablette. Voilà. C'est une histoire de gameplay, c'est une histoire d'usage. C'est une histoire d'usage quand même. C'est clair que sur le jeu mobile, on voit bien que ça empiète beaucoup sur la console de jeu portable. Attention, je différencie bien console de jeu portable et console de jeu de salon. C'est pas la même expérience de jeu, clairement. Par contre, sur du mobile, oui, c'est évident. Quand tu vois une PS Vita avec ce contrôle tactile, cette possibilité d'installer des applications, cette solution hardware qui est identique à un iPad 3. Faut bien savoir, c'est le même GPU. Donc là, on sent bien que ça commence à boxer dans la même catégorie. Moi, je mets une différence. Néanmoins, la différence, c'est que sur ce genre de produit, voilà, là, ce genre de choses là, comme ça ou comme ça c'est le Nexus 4. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Non, mais j'attends toujours qu'il le vende. J'attends avec le jeu vidéo, mais vas-y. Donc la différence entre ça
Et une PS Vita, elle est évidente. C'est que d'un côté, tu as un contrôle uniquement tactile et de l'autre, tu as des touches physiques. Donc le gameplay, le core gamer ou le hardcore gamer, lui, il va préférer ce genre de choses, c'est évident. Parce que tu as une expérience de jeu beaucoup plus confortable. Cela dit, le Pékin moyen, le gameplay sur les trucs tactiles, au bout d'un moment... Enfin, honnêtement, perso, pour le faire sur des smartphones et des tablettes, sur un smartphone, moi, j'ai vraiment du mal. Tablette, alors attends, ça dépend des jeux. Si tu joues sur Angry Bird, par exemple, c'est adapté pour du tactile. Donc tous ces jeux-là, faut pas oublier que ces jeux-là, c'est ce qui représente l'essentiel des ventes sur les différents stores, Play Store, App Store et compagnie. C'est des jeux qui sont plutôt très très grand public, du jeu zapping, un peu fast-food on va dire, tu vois. Ça c'est l'essentiel du jeu, donc c'est adapté à de l'écran tactile, donc pas de problème. Voilà, t'es dans le métro, tu joues à ça, bus, tranquille. Par contre maintenant effectivement tu as, et c'est une nouveauté on va dire, qu'il y a un an et demi, c'est l'apparition de jeux beaucoup plus core gamer, donc du FPS, du Dead Trigger, des jeux notamment chez Gameloft, qui sont clairement là pour essayer de séduire le public poilu, originel. Le poilu. Le joueur. Le vrai joueur. Voilà. Le joueur occasionnel. Donc voilà, tu as une offre maintenant un peu plus variée quand même. Donc si on arrive sur le matériel, très concrètement, en gros déjà d'une, là tu parlais de quelques titres, est-ce qu'en gros les titres phares qu'on peut avoir sur des consoles portables, on les retrouve sur des smartphones ou des tablettes? En gros, dans les markets d'Android et les gros hits, quand tu as un FIFA, par exemple le FIFA 13 il sort conjointement, alors je sais pas si c'est au même moment. Souvent en fait ils le font au même moment, alors après c'est vrai qu'il faut toujours se méfier, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a des jeux qui sont viscéralement adaptés au bouton. FIFA par exemple, c'est un jeu qui est je pense technique, qui fait son succès aussi sur son réalisme. Moi personnellement c'est pas un jeu que j'ai spontanément essayé de faire sur smartphone parce que même sur console portable d'ailleurs au passage, c'est vrai que sur console portable des jeux Gameloft ils sortent également sur 3DS par exemple, c'est pas des bons jeux. Non. Tu vois, c'est pas des bons jeux. Si vraiment si tu prends ça comme un jeu vidéo et pas comme une distraction occasionnelle, c'est pas considéré comme des bons jeux. Donc finalement, le bouton ne fait pas tout. Derrière, il y a aussi des qualités intrinsèques de jeu. Et c'est vrai que faire du gamer, ça en fait pas forcément de vraies expériences qui valent le coup, même pour 5 €. Donc ça, je le précise effectivement. Ouais, alors moi je rebondis parce qu'on commence la bataille. J'ai une autre question juste. Est-ce que les mêmes versions d'un jeu, je vais jouer le candidat mort, la même version d'un jeu, on va prendre FIFA par exemple, sur smartphone et sur console portable, c'est exactement les mêmes versions avec les mêmes choses? Non, c'est pas les mêmes. Voilà. Ceci étant, ça dépend encore des plateformes, parce que je l'ai dit tout à l'heure, une PS Vita, ça a le même config GPU, CPU qu'un iPad 3. Alors même si effectivement la version FIFA 13 sur iPad 3 ou iPad 4 n'exploite pas les perfs, ce qui va être le cas sur une PS Vita ou sur sur la Nintendo, je pense qu'effectivement c'est pas le même on va dire qualité d'affichage, etc. Pour autant, et ça tu parlais des développeurs, parce que je pense que le point central en fait c'est ça, c'est pas une histoire de config, parce que maintenant la config on voit bien que ça suit. Franchement t'as une puissance brute phénoménale sur ces terminaux, c'est même pas ça le problème. Le problème c'est les développeurs, voilà, tout simplement. C'est le coût et le temps de partage. Bonjour. Non mais c'est ça, c'est le temps de partage, le coût pour un studio, qu'est-ce qui est le plus rentable? Je vais faire une version PC et puis je vais le porter sur une PS3, une Xbox, et puis je vais le porter à moindre coût sur un smartphone et une tablette. Voilà, c'est ça l'histoire tout simplement. Surtout la vraie problématique, je suis surpris d'ailleurs que tu l'aies pas évoqué tout à l'heure, c'est le prix des jeux en fait, tout simplement. C'est que il y a des jeux téléchargeables sur Vita et sur 3DS, ils sont généralement vendus autour de 5 €, ce qui est considéré déjà sur les stores mobiles comme un prix assez élevé. Donc c'est vrai que les jeux à 1 €, c'est un marché qui n'existe pas en fait sur les jeux sur iTunes à 79 centimes, ça choque personne. Voilà, donc en gros ça va dépendre si c'est corrélatif avec l'usage, c'est-à-dire qu'effectivement c'est juste des trucs qu'on utilise pour attendre le bus. Est-ce qu'on va mettre 50 € sur un jeu aussi bon soit-il, alors que c'est simplement pour 3 minutes en attendant que le bus arrive? Je pense qu'effectivement ça vaut pas le coup. Par contre, des usages un peu plus nomades, voilà. Moi typiquement je suis un joueur sur console traditionnelle, ça m'empêche pas de jouer sur mon smartphone, parce que des fois j'ai un déplacement, et du coup je pianote. Donc c'est vraiment très différent. Alors la question la noix, tu joues à quoi sur ton smartphone, dans ton terrain à la marque? Typiquement là je joue sur App Store, donc je ne dirais pas voilà. Typiquement c'est des classiques, c'est des classiques, mais ça va être plutôt des jeux de casse-tête, donc des jeux de réflexion. Je peux même inclure Angry Birds dedans, c'est assez caricatural, mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel on peut passer du temps. Tu passes le temps. Voilà, mais c'est vraiment des jeux casse-tête où je sais que globalement j'ai pas laissé une partie en cours. En général, j'ai terminé ce que je voulais faire. C'est du jeu Kleenex. C'est du jeu Kleenex, clairement. Tu peux fermer l'écran et là ça marche bien. Du jeu plus gamer, j'ai plus de réserves, c'est un débat qu'on a aussi avec Alexandre. Des expériences plus gamer, en tout cas sans bouton,
je suis plus réservé parce que même si l'intention est là, après sur l'exécution, je suis moins convaincu. Bon, on verra pour améliorer le gameplay en fin d'émission. On verra, parce que justement, moi, je aussi quand même des choses à dire là-dessus. J'allais y venir, le côté bas prix. Ce qui a poussé l'adoption du jeu mobile, c'est effectivement l'accessibilité. C'est-à-dire que tu es sur un kiosque, App Store, Play Store, App Shop, peu importe ta plateforme, et ça te permet de télécharger immédiatement et très facilement un jeu. Un jeu qui coûte en plus très peu cher. Quand on voit qu'il y en a un jeu qui coûte 50 balles d'un côté et de l'autre 79 centimes, voire pour les beaux jeux 5, 6, 9 euros maximum, 5 à 10, pour du très beau jeu. Voilà, mais en même temps, le prix est en rapport à l'expérience aussi. Enfin, il faut être honnête. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a effectivement l'offre qui est très très large. Tu as beaucoup de jeux. Alors, du bon et du moins bon, mais tu as énormément de jeux, tu as 700 000 applications, dont beaucoup de jeux sur ces différentes plateformes. Donc ça aussi, ça pousse. Le dernier élément, c'est le smartphone. Un peu comme dans la photo, finalement. C'est la même logique. Le smartphone, tu l'as toujours dans ta poche. Ce qui n'est pas le cas avec ta console de jeu. Un appareil photo, c'était la même logique. Pourquoi l'iPhone est devenu le premier appareil photo, entre guillemets, sur Flickr? Parce que tu l'avais toujours sur toi et il a remplacé le compact. Et par contre, ton réflexe, tu le gardes pour aller en vacances. Là, c'est pareil. Le smartphone est venu par en bas et commence à monter. Exactement. Et bien là, c'est la même logique. Il est venu par en bas avec des jeux un peu de daube. On se souvient des jeux Java sur mobile. Ça a changé. C'est plus du tout ça. Et voilà, pour le moment, c'est vrai que ça reste du grand public. C'est en train d'évoluer. Et je pense que ça remplacera. Alors, ça va pas se substituer complètement, mais ça remplacera à terme ce genre de choses. Voilà. C'est mon avis. Oui, tu peux lui mettre un ticket. Non, c'est mon avis. On verra bien. Tu sais, on disait la même chose sur les appareils photo compacts il y a 4 ans, où je disais strictement la même chose. Je disais bientôt, le smartphone en point and shoot remplacera le compact. On y est maintenant. Donc, ça n'a pas remplacé le compact qui monte en gamme pour contrer. Exactement. Ça remplace pas un réflexe. Si on revient un peu plus dans le concret, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on voit 2 choses pour, en tout cas, aider les gens qui veulent jouer sur ce genre de terminaux. D'une, toi, tu as fait le tour du marché Android. iOS, c'est plus facile quand même. Moi, j'ai 2 questions déjà. Si on regarde juste les tablettes, jouer 10 pouces, jouer 7 pouces, est-ce que c'est différent? Ouais, c'est différent, mais ça, on a déjà parlé. Qu'est-ce que tu préfères? On a déjà parlé dans Cinétime. Mais juste pour moi, je trouve le 7 pouces beaucoup plus confortable. Plus adapté. C'est plus léger, c'est plus confortable. Tu as quand même un bel écran. 10 pouces, c'est bien, mais moi, personnellement, je préfère le 7 pouces qui est, à mon sens, plus adapté. Parce que plus léger. Ok. Deuxième question. Catalogue de jeux. En gros, on va faire simple. Android, iOS. Ça se vaut? C'est différent? Ça se vaut non, parce que historiquement, les développeurs, toujours pour des raisons de coût, préféraient développer pour iOS, donc avec les GPU, parce que plus rentable, clairement. Donc à l'origine, les jeux étaient d'abord développés sur iOS parce que c'est plus rentable. Il y avait une étude qui est parue il y a quelques mois. En gros, $1 pour un développeur, $1 sur l'App Store égale 89 centimes sur l'App Shop d'Amazon, égale 39 centimes sur le Play Store. C'est le ratio qui fait mal. C'est juste, c'est en train de changer parce que Google est en train de revoir sa logique. C'est pas un commerçant, Google à la base. Là, ils sont en train de changer. L'achat est plus transparent. C'est un peu comme Amazon, point and click. Bon, c'est en train de changer. Pour autant, le catalogue, il est encore à l'avantage d'iOS. Là, la différence, c'est que maintenant, les nouveaux titres, ils sortent, les gros titres, type NFS, ils sortent en même temps sur Android et sur iOS. Ok, alors justement, si on parle de titres, là, en jeu sur mobile, payant, j'entends, parce que typiquement, c'est ce qu'on a vu là ces derniers temps. Souvent, le coût des cartes cadeaux aux enfants sur iTunes ou machin, Google n'en a pas encore en France, ça marche pas mal. Donc, les jeux, on va dire, indispensables, quand tu as un smartphone ou une tablette. Alors, le line-up, il est... En tout cas, toi, ce qui a retenu ton attention durant les derniers mois. Ce que j'ai retenu dans les derniers mois, moi j'aime bien le NFS qui est sorti, le FIFA 13 que je trouve franchement très bon, tant sur iOS que sur Android. C'est mon avis, encore une fois je joue avec. Et puis surtout je joue avec ce genre de choses, on en parlera tout à l'heure, mais ça c'est génial. Et ça, pour le coup, ça étend l'expérience de jeu. Et puis t'as plein de jeux, ça va être difficile de les vendre. Moi j'aime bien, il y a Hollywood Monster qui est un portage de The Next Big. Je sais pas si tu connais ce jeu qui est sorti là il y a quelques semaines, qui est vraiment un jeu très sympa. The Next Big. The Next Big Thing, pardon. Un jeu sorti sur PC il y a 2 ans. C'est un point and click qui est vraiment pas mal. Bon voilà, t'as plein de jeux sur Android, pareil, t'as un Dead Trigger qui est gratuit, qui a un FPS qui est franchement pas mal. T'as les jeux de Gameloft, comme Nova 3, qui est
franchement pas mauvais. La question que je me pose, c'est est-ce que ces jeux-là justifient l'achat du support? Tu vois, parce que c'est vrai que c'est une démarche complètement différente. C'est tout l'inverse. Ah non, tu vas pas acheter. Non. T'as le support. Non, donc, tu vas pas acheter un Nova 3 ou un jeu Gameloft. Tu vas pas acheter un iPad pour jouer avec les jeux Gameloft. En fait, c'est l'inverse des consoles portables traditionnelles que tu achètes pour un jeu. En fait, le processus d'achat est inversé. C'est un peu ça le truc. Tu l'as déjà, tu as déjà le produit avec toi, le smartphone ou la tablette, et tu te dis, bah voilà, un des usages comme je peux le faire de ces produits, bah voilà, ils sont dans ma poche tant que. Alors bon, on va évacuer Apple parce que pour le coup, le choix est assez vite fait. Par contre, sur Android, pour jouer, alors pour le coup, moi j'ai joué avec les deux, pour le coup, le Nexus 4, le S3. Toi, ta reco, c'est quoi? Pour le moment, il n'y a pas de reco particulière, il faut surveiller 2-3 points. Donc essentiellement le CPU et le GPU. Donc les GPU, c'est, on va pas rentrer trop dans les specs, mais bon, globalement, si tu pars sur un Mali 400, MP2 ou MP4, donc 2 cœurs ou 4 cœurs, ça fait le job. Non, sans rentrer trop dans les specs, c'est une question de prix. Sur du milieu haut de gamme, ça fera le job au niveau CPU, GPU. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, les jeux n'exploitent pas les performances brutes. Donc globalement, ça le fait. Après, ce qui va faire la différence aussi, tu le commençais à le dire, c'est l'écran. Quand tu as une belle densité d'écran, comme c'est le cas là-dessus, et surtout là-dessus et sur un iPhone 5. Alors là-dessus c'était le S3, là-dessus... là c'est le Nexus 4 et là c'est l'iPhone 5. Bon, tu as d'autres produits qui ont des très belles densités, notamment chez Sony, chez HTC. Voilà, c'est vrai que mieux l'écran est défini. À partir du milieu haut de gamme, il y a assez peu de chances de se planter. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, alors on va en venir à l'amélioration du fameux gameplay. Il y a ça aussi, on n'a pas parlé des tablettes, la Nexus 7 à 199 €. Et là, très franchement, une Nexus 7 à 199 €, Tegra 3, très belle densité de pixels. Je crois que c'est le coup de cœur de l'année. C'est une belle gaming machine. De la fin d'année. Parce que c'est vous aurez bientôt les vidéos de. Ça c'est génial. Hein. Vous aurez bientôt les vidéos de Noël à la fin de l'année. Et c'est vrai que je sais pas si toi tu l'as mis dans la liste, mais moi je l'ai mis dans la liste. Oui, je l'ai mis. Non, j'ai mis l'iPad mini moi. Donc. Forcément. Si on parle, alors il y a quand même justement, si on veut un peu améliorer l'expérience de jeu tactile, il y a quand même des moyens, des accessoires pour améliorer tout ça. Toi, tu as un peu fait le tour du marché. Alors, combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le tour marché, il est assez rapide. Donc, si il y a une... Bon, le geek un peu bidouilleur, tu as possibilité sur Android de relier ta manette PS3 en routant la tablette, en mettant la bonne appli, etc. C'est du bidouillage, c'est pas compliqué, mais bon. Là, récemment, il y a Snakebite qui a sorti cette manette, la Hydroid. Donc je l'ai filé. C'est pas si mal d'ailleurs. Alors voilà, je l'ai filé, c'est bien, merci. Je l'ai filé au Gamecube Boy. T'as un peu de sang qui coule. Non mais il est un peu de mal. Je l'ai filé au Gamecube Boy. Ça s'appelle la bonne foi. Excusez-moi, vous avez essayé. Ils m'ont dit pas mal. Donc si Gamecube Boy te dit pas mal, c'est que c'est très bien. Voilà, faut le savoir. C'est pas du si mauvais matos. Ça coûte 39 €. Donc vraiment pas cher. C'est une manette Bluetooth qui se recharge en micro USB, donc tu peux le brancher sur ta tablette ou ton smartphone pour la recharger s'il est USB host. Ça marche très bien, je trouve. C'est très simple. C'est-à-dire que voilà, tu l'allumes, tu vas chercher dans ton menu Bluetooth de ton appareil et ça marche. Voilà. Et ça marche bien. Nickel. Super. Tu as une liste de jeux compatibles en natif, une vingtaine. Actuellement, ça marche uniquement sur Android. Sur iOS, ça marche mal, il y a très peu de jeux, on va y revenir, mais c'est pas terrible. Vingtaine de jeux natifs, et puis il y a des logiciels qui vont arriver. Arcos en a développé un, et il y en a d'autres qui vont le développer, qui permettent de faire du mapping, ton propre mapping. C'est-à-dire que tu as des touches tactiles. Tu customises. Voilà, et tu l'assignes sur les touches que tu as physiques. Donc ça te permet potentiellement de transformer tous les jeux. Mais ça ne retire pas un peu le plaisir du jeu, parce que c'est aussi des jeux qui sont développés pour le support. Est-ce que du coup on n'a pas l'impression un peu de truander le gameplay? Non, parce que regarde, tu l'as dit toi-même, sur des jeux strictement tactiles au niveau gameplay, genre Angry Bird et compagnie, ça sert à rien. C'est ça. Par contre, sur les quelques jeux qui en fait seraient plus sur un jeu de foot, sur un jeu de plateforme. Il y a pas le risque que le développeur est vraiment, parce qu'il y a une minorité de personnes qui vont acheter ce genre de choses, donc ils devront aussi penser le jeu. Même si ça se vend bien, le développeur a pensé aussi le jeu pour ceux qui n'ont pas ça. Donc est-ce que finalement on n'aura pas un truc un peu hybride entre le tactile et le bouton qui finalement ne sera pas forcément super adapté? Écoute, je sais pas. J'ai pas de boule de avec cristal. Pour autant, je te dis, là, il y a les développeurs et les marques ont compris l'intérêt vraiment du jeu et de proposer ce genre de produit. Donc voilà, je pense que les jeux proposés, notamment les FPS, les jeux vraiment où il y a un avantage d'avoir ça, auront en natif la prise en charge de ce genre d'accessoires. Je pense. Et de toute façon, tu as des solutions de mapping. Et donc, alors ça, c'est bien gentil, mais... Que sur Android. Déjà d'une. Et de deux,
t'es quand même obligé d'avoir la tablette posée quelque part et le truc dans les mains. Donc, dans le métro, le bus, tout ça, t'oublies. Est-ce que t'as des solutions quand même un peu plus légères, on va dire? Alors, je crois que Yuki a l'Arcos Gamepad. Ah oui, alors parce qu'il a voulu la garder, parce qu'il a envie de me la piquer, évidemment. Non, mais je vais vous montrer. Bon, je l'ai pas essayé, donc je vais pas non plus aller trop loin dans la critique, mais c'est vrai que bon, globalement, je sais pas si c'est le genre de choses. Allume-le. T'es sûr que tu veux faire ça? Si, voilà. faut montrer. D'accord, on va le montrer, donc voilà. Déverrouille. Amuse-toi, voilà. Donc en gros, c'est... Vas-y, je te fais faire l'article. Non, tu fais bien, je pense. Non, mais c'est une tablette avec des boutons, c'est... mais c'est une tablette avec des boutons, très bien résumé. Non, mais c'est voilà, donc... Écoutez, honnêtement, est-ce qu'on peut conseiller ce genre de choses? Moi, ça me pose un souci en fait, c'est que nous à Gamecult, on est très mature et on a accepté dès le départ qu'il y avait un marché sur mobile avec des jeux adaptés et meilleurs sur mobile qu'ils ne le seraient sur console avec des boutons. Et inversement, comme j'en parlais tout à l'heure, des jeux qui sont développés dès le premier jour de développement pour des consoles où on sait que tel bouton se situe ici, etc. Donc c'est des jeux qui sont spécifiquement adaptés. Là, j'ai l'impression que c'est une bonne initiative. Arcos essaye de faire un petit peu le meilleur des deux mondes. Encore une fois, on achète une console où on joue aux jeux vidéo pour la qualité des jeux, et encore une fois, il faut que les développeurs aient pensé à développer des jeux spécifiquement pour ça, et pour le tactile en même temps, et moi je pense honnêtement pas que c'est possible. Ça fait beaucoup de boulot pour Alors, la rentabilité. Moi, je vais la faire plus courte, parce que moi, je l'ai depuis une journée et demie. Donc ça vaut combien? Ça vaut pas cher, c'est ça le truc en fait. Ça coûte 150 €. Donc, c'est 50 balles de moins qu'une console portable. Oui, encore. Ça vaut combien une PS Vita? Une Vita c'est 250, mais ça c'est 150. Hein. Ouais, mais. Mais quoi? Ouais. Mais les choses sont meilleures, excuse-moi. Ouais. Non, c'est. Écoute, vas-y. Bon, moi j'y vais très rapidement. C'est vrai que, comme tu l'as dit, l'idée elle est super bonne. La volonté c'est de faire le meilleur des deux mondes, parce que tu as quand même une tablette, tout de même. Mais une question, ça s'adresse à qui? Alors, ça j'en sais rien à qui ça s'adresse. À 150 €. Pour des enfants? Moi, j'ai regardé un peu ce qui se dit là-dessus. Il y a beaucoup de personnes, plutôt des core gamers qui te disent je vais pouvoir faire tourner tous mes émulateurs, tout rétro gaming, on va dire. Actuellement, il y a un intérêt. Voilà, là je pense qu'il y a un intérêt. Sur les jeux. Légal, mais il y a un c'est d'Android, tu fais ce que tu veux. Par contre, ce que tu disais, c'est vrai, sur la plupart des jeux, effectivement, ils sont adaptés pour du tactile uniquement. Les quelques jeux qui sont livrés d'ailleurs en natif, notamment les Dead Trigger, les Shadowgun, bon voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont été pensés pour utiliser ces touches. Donc ça le fait. Bon, pour 150 balles, la config, elle tient la route, c'est du Rockchip, mais franchement, ça tient la route. L'écran, c'est un écran... Ça tient la route? Oui, oui, franchement, ouais. J'ai fait des benchmarks. Ouais. Franchement, la config, c'est le GPU, c'est un Mali 400 MP4, donc un 4 cœurs. Franchement, ça fait le job. J'ai fait les benchmarks. Ça se situe entre un Note et un Transformer, je m'en souviens plus lequel, je crois pas que c'est Transformer Infinity, mais j'ai fait des benchmarks. Non, la config elle tient la route, les jeux tiennent la route, la plupart tiennent la route. Par contre, moi ce qui me pose problème, et c'est la valeur ajoutée de ce produit, c'est que les touches, les sticks notamment, sont mal placés en fait. Quand tu le tiens en main, là il y a Yuki qui le tient en main, donc, quand tu fais, ça te fait mal au pouce quoi. Le principal intérêt, c'est un peu dommage. Tu vois, c'est ça qui est cool. À 150 € la tu vois, blague. Les pouces là, ils sont vachement étroits, enfin tu les contorsionnes, et du coup la valeur ajoutée, en l'occurrence les touches physiques, elle n'y est plus. Voilà, moi je trouve ça dommage. Mais sinon, moi je pousse à ce genre de produit parce que voilà, c'est une hybridation. Il y a, encore une fois, comme d'habitude chez Arcos, l'idée est super bonne. L'exécution. Voilà, c'est très très perfectible. Mais pour 150 balles, je trouve ça pas mal. Par exemple, imagine, je tiens comme à dire un mot, je représente un peu les core gamers que tu évoquais tout à l'heure. Là, c'est donc une console qui est pour une expérience un peu plus approfondie que sans bouton. Voilà, qui est censée. Là, par exemple, si tu devais me citer un jeu que tu estimes être référent pour ça, pour un jeu de tir, par exemple. Alors. Bon, le problème après, c'est que tu t'appuies sur le. Non mais parce que si tu m'as, je vais dire les choses et je dis à mon lectorat, à ceux qui nous regardent, qui sont des joueurs. Si la référence du FPS sur ça, c'est Gameloft. Ah non, t'as d'autres jeux. Non. Bon, déjà, moi, je vais pas tirer sur Gameloft parce qu'il y a des jeux. Les jeux Gameloft existent là-dessus, c'est pas les bons jeux. Non, mais c'est les mêmes. Je veux pas tirer sur Gameloft parce que bon, c'est vrai que voilà, on a l'habitude de tirer. Moi, très franchement, je tire pas là-dessus parce qu'ils ont d'abord un public et ils font du volume. Et ça s'adresse à une cible particulière qui est pas forcément du core gamer poilu. Pour autant, là-dessus, effectivement, le problème, si tu veux, c'est toujours pareil. On en parlait au début de l'émission, c'est les jeux développés. La balle est dans le camp des développeurs. Si tu as des jeux de merde qui
sont pas adaptés, qui tirent pas profit, des ressources matérielles, des touches existantes ou non, t'auras pas de bon jeu. Là, effectivement, je t'ai parlé de Shadowgun et d'Ed Trigger. C'est sûr que c'est pas... voilà. Il a un bon grip, parce que la branche est faible. Ah ouais, non, c'est sur les cordes. Non, mais vous n'avez pas du tout la même vision. C'est pas le même usage. Soyons clairs, c'est pas le même usage. Encore une fois, j'ai bien dit dès le départ, à la base, c'est vraiment pour du grand public. Ils essayent, les développeurs, de pousser, et puis les plateformes, de pousser vers un peu plus musclé. Maintenant, point de vue perso, j'adhère beaucoup plus effectivement aux pures tablettes. Vraiment, parce que il y a vraiment des jeux qui sont vraiment uniques. Les développeurs s'éclatent parce que le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. Et vraiment, ils font des jeux vraiment adaptés. Notamment les point and click. 1, 2, 3 euros. Et c'est de la pure créativité débridée. Alors que sur console, souvent, ils sont obligés de justifier 50 euros. Voilà. Le prix. Et de l'autre côté, effectivement, des expériences un peu plus gamer, mais vraiment séparer les deux mondes, tu vois, là, je suis pas trop convaincu par cet argument, surtout pour le coup une 3DS. Ouais, mais justement, qu'est-ce qui fait la différence d'une PS Vita par rapport à une tablette? On imagine une Arcos bien finie, avec les touches bien positionnées et un écran pas dégueu. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être les jeux, on est bien d'accord. C'est déjà le hardware qui est pensé pour, les sticks sont des vrais sticks. Voilà, mais ça c'est une console de jeu à la base. C'est une console de jeu, c'est pour le confort. Mais si tu mets un positionnement quand tu joues au jeu, tu vois que le fait d'avoir 2 sticks, effectivement, tu peux contrôler la caméra. Si ils se donnaient la peine, effectivement, de faire du bon hardware avec des vrais sticks, des vrais boutons et des vrais jeux, là, on pourrait éventuellement avoir le meilleur de deux mondes. Mais ça s'appelle une console de jeu. Si je peux me permettre. Pour le moment, non. Une console de jeu, ça reste une console de jeu. Non, justement non, puisque si je peux me permettre, je vais pas faire la pub de PlayStation. Vends ta Vita. C'est une console que, encore une fois, je recommande pas pour Noël, mais qui est sortie cette année, ce qui s'appelle le PlayStation Mobile, et qui est tout simplement la possibilité justement d'avoir un catalogue de mini-jeux format Android justement sur ce genre de choses. Donc finalement, la PlayStation Vita par exemple est plus proche d'avoir ce qu'il y a de bien chez le mobile que ce type d'appareil, tu l'as rangé, tu l'as caché, qui pourra prendre le meilleur. Là actuellement, j'ai presque l'impression que c'est le pire des deux mondes, alors que sur ce genre de truc, on a le meilleur de la console portable, en tout cas peut-être pas sur support, mais sur celui-ci, et ils essayent en plus d'avoir les jeux indés qui vont finir par avoir, parce qu'il y a le tactile, ces deux consoles sont tactiles. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, ces consoles étaient avec des optimisations smartphone. Moi, je me souviens de la façon quand ils ont vendu. Là, vous dépassez totalement. Ils ont vendu. On a bien compris que vous ne serez jamais d'accord. En revanche, vous avez carrément oublié ma question de départ, qui est hormis ce machin-là, t'es dans le bus, tu veux juste avoir des petits grips. Ça, c'est pas pour le bus. Non, mais justement, en gros, est-ce que tu as des solutions plus légères à coller, pas sur un smartphone, mais au moins sur une tablette? On avait vu, tu sais, il y avait des petites ventouses et compagnie. Est-ce que ça marche? Non, pas du tout. Est-ce que ça se vend 15 balles? Non, moi j'en ai acheté il y a quelques temps déjà. L'expérience, c'est pas dégueu. C'est vrai que ça rajoute un côté physique. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est des ventouses sur l'écran et qui permettent d'avoir un grip un peu meilleur. J'en ai un sur mon bureau, mais je conseille pas ce genre de choses parce que, d'une part, ça remplacera jamais, comme disait Yuki, une vraie manette et un contrôle physique. En plus, surtout la durée de vie, moi ça m'a duré 2 semaines, quoi. C'est vraiment, c'est pas du tout, pour moi je le conseille pas. Non, je le conseille pas. Autant rester sur un tactile. Voilà, tu prends le tactile et basta. Non, mais c'est pensé dès le départ pour ça, encore une fois. Ok, très bien. Hormis le fait que vous ne serez jamais d'accord, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous remercie pour toutes les infos. Je pense qu'on a fait le tour. Dernier Cinet Live de l'année. Donc, on vous dit rendez-vous en 2013. Entre-temps, il y aura les rétrospectives de l'année et puis le CES début janvier, où là, il y aura beaucoup de vidéos, forcément. Oui. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Mangez pas trop et jouez bien. Merci les gars. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.